Le reflet de Sarah White disparut par un froid matin de janvier 1833. Le miroir suspendu au-dessus de la coiffeuse de Madame Helena Pennington montrait tout dans cette chambre de Charleston, sauf la jeune fille esclave qui se tenait juste devant. Ses mains serraient encore la brosse en argent qu'elle utilisait chaque aube pour préparer les cheveux de sa maîtresse. La malle à côté de la coiffeuse, celle avec la serrure en laiton et l'incrustation de nacre, s'était en quelque sorte scellée pendant la nuit. Lorsque la maisonnée parvint enfin à l'ouvrir 3 jours plus tard, ils ne trouvèrent que le tablier de travail de Sarah soigneusement plié à l'intérieur et une unique empreinte de main profondément marquée dans le bois intérieur du couvercle, comme si quelqu'un avait poussé de l'intérieur avec une force désespérée. Sarah elle-même ne fut jamais revue, mais les serviteurs murmuraient que certaines nuits, lorsque la pleine lune brillait sur le port, on pouvait entendre quelqu'un pleurer doucement depuis l'intérieur de cette malle verrouillée, suppliant d'être libéré. La maison Pennington se dressait sur King Street, 3 étages de briques peintes en blanc avec des volets noirs et une clôture en fer forgé qui séparait la prospérité de la famille de la rue poussiéreuse au-delà. C'était l'une des plus belles demeures du quartier à la mode de Charleston, construite avec l'argent qui coulait des plantations de riz, répandues dans le bas pays comme un fléau. Helena Pennington avait hérité de la maison de son père, ainsi que de 12 esclaves qui assuraient le fonctionnement de la maisonnée avec une efficacité invisible. Parmi eux se trouvait Sarah White, âgée de seulement 17 ans en cet hiver de 1833, avec des yeux sombres qui semblaient détenir plus d'intelligence que sa condition n'était censée le permettre. Sarah était née dans le quartier derrière la maison principale, fille d'une femme nommée Ruth, morte de fièvre quand Sarah n'avait que 8 ans. Après cela, elle avait été élevée par les autres femmes esclaves de la maison, apprenant la danse complexe de la servitude qui maintenait les familles blanches dans le confort et l'ignorance de la souffrance qui rendait leur confort possible. À l'âge de 12 ans, Sarah fut affectée au service personnel de Madame Pennington, une position que certains considéraient comme une chance car cela signifiait travailler à l'intérieur, loin du soleil brutal et des champs qui brisaient les corps et les esprits avec une cruauté égale. Mais la proximité avec Helena Pennington apportait ses propres tourments. La maîtresse était une femme de 35 ans qui avait fait un beau mariage mais qui aimait peu, dont le mari, Benjamin, passait le plus clair de son temps dans son club de gentlemen ou dans les bras de femmes qui n'étaient pas la sienne. Helena canalisait sa déception dans une obsession pour son apparence et sa position sociale, et Sarah portait le poids de ses obsessions chaque jour. Si Sarah était lente à arranger les cheveux d'Helena, elle recevait des paroles acerbes ou parfois une gifle. Si le thé était trop chaud ou trop froid, si les boutons de la robe n'étaient pas parfaitement attachés, si la chambre n'était pas arrangée exactement comme Helena le souhaitait, Sarah en payait le prix par 100 petites cruautés qui ne laissaient jamais de marques visibles, mais creusaient néanmoins de profondes blessures dans son esprit. Le miroir était arrivé à la maison Pennington fin décembre 1832, livré par un navire marchand venu de France. C'était une pièce ornée d'un cadre doré sculpté pour ressembler à des roses et des épines entrelacées, et il avait coûté à Benjamin Pennington une somme qui aurait pu acheter 3 esclaves sur le marché. Helena l'avait placé au-dessus de sa coiffeuse avec une immense satisfaction, passant des heures chaque jour à étudier son reflet et à diriger Sarah pour expérimenter différentes coiffures et cosmétiques jusqu'à ce que tout réponde à ses normes exigeantes. La malle était arrivée avec le miroir, une pièce assortie du même artisan français. Elle était plus petite que la plupart des malles de rangement, peut-être 3 pieds de long et 2 de profondeur, faite de noyer foncé avec ses ferrures en laiton distinctives et des décorations en nacre incrustées dans le couvercle en motifs tourbillonnants. Helena l'avait déclarée parfaite pour ranger ses sous-vêtements les plus délicats et ses bijoux, des choses qu'elle ne confiait pas aux plus grandes armoires où d'autres serviteurs pourraient avoir accès. Elle donna à Sarah la responsabilité de garder la malle organisée, de plier chaque article avec précision et de ranger les bijoux dans les petits compartiments doublés de velours intégrés à l'intérieur de la malle. Janvier à Charleston était froid cette année-là, avec des vents soufflants de l'Atlantique qui secouaient les volets et obligeaient les esclaves à se blottir près des feux qu'ils étaient autorisés à avoir. Sarah se réveillait dans la petite chambre près de la cuisine où elle dormait, s'enveloppait dans la fine couverture qui était sa seule protection contre le froid, et montait les escaliers jusqu'à la chambre d'Helena 1 heure avant l'aube. Ses tâches commençaient dans l'obscurité, allumer le feu, préparer l'eau pour la toilette, disposer les vêtements d'Helena pour la journée, et toujours, s'occuper de ce miroir et de cette malle. Le matin du 15 janvier 1833, Sarah remarqua quelque chose d'étrange. Elle était arrivée dans la chambre d'Helena comme d'habitude, se déplaçant silencieusement pour ne pas réveiller sa maîtresse, qui dormait encore derrière les lourds rideaux du lit à baldaquin.
Sarah alluma les bougies autour de la coiffeuse et commença sa routine de dépoussiérage et d'organisation. Mais lorsqu'elle jeta un coup d'œil dans le miroir, elle vit quelque chose d'impossible. Le reflet montrait parfaitement la pièce derrière elle, le lit avec ses rideaux bordeaux, le papier peint avec son motif or et crème, la fenêtre avec sa vue sur le jardin en contrebas. Mais là où Sarah elle-même aurait dû apparaître dans le verre, il n'y avait que du vide, comme si elle était un fantôme, trop immatériel pour projeter un reflet. Sarah recula, son cœur commençant à battre dans sa poitrine. Elle se déplaça vers la gauche, puis vers la droite, mais le miroir refusait de reconnaître sa présence. Il reflétait tout le reste avec une clarté parfaite, mais ne montrait qu'un espace vide là où elle se tenait. Elle leva la main pour toucher son visage, pour confirmer qu'elle était toujours solide et réelle. Et dans le verre, elle ne vit ni main, ni bras, rien du tout. Une sensation de froid lui parcourut l'échine, quelque chose au-delà du frisson du matin de janvier, quelque chose qui ressemblait au contact d'un autre monde se pressant contre le sien. Derrière elle, Helena s'agita dans le lit, émettant un petit son de plainte d'être dérangée. Sarah se ressaisit rapidement et vaqua à ses occupations, essayant d'ignorer ce qu'elle avait vu, ou plutôt ce qu'elle n'avait pas vu. Peut-être le miroir avait-il un défaut dans son verre, se dit-elle. Ou peut-être que la lumière des bougies jouait des tours, dans l'obscurité de l'aube. Mais tout au long de la journée, chaque fois qu'elle apercevait le miroir, la même impossibilité persistait. Le reflet d'Helena apparaissait parfaitement. La pièce était reflétée avec une précision absolue. Mais Sarah restait invisible pour le verre, une servante rendue encore plus transparente que sa position sociale ne l'exigeait déjà. Ce soir-là, alors que Sarah préparait Helena pour la nuit, sa maîtresse était d'une humeur particulièrement massacrante. Benjamin n'était pas rentré dîner, et Helena avait passé l'après-midi à recevoir des visiteuses qui chuchotaient derrière leurs éventails à propos de ses infidélités supposées. Elle s'assit à la coiffeuse pendant que Sarah lui brossait les cheveux avec des gestes longs et soignés. Mais rien de ce que Sarah faisait ne semblait satisfaire les attentes d'Helena. Les coups de brosse étaient trop forts ou trop doux. Le rythme était trop rapide ou trop lent. Finalement, Helena arracha la brosse des mains de Sarah et la jeta à travers la pièce où elle heurta le mur avec un claquement sec. Inutile, siffla Helena. Son visage était tordu par une colère qui n'avait rien à voir avec Sarah et tout à voir avec une vie qui l'avait déçue de mille manières. Tu m'es absolument inutile. Je devrais te vendre au champ de riz, où est ta place? Sarah se tenait la tête baissée, les mains jointes devant elle, sachant que toute réponse ne ferait qu'empirer les choses. Elle avait appris depuis longtemps que le chemin le plus sûr à travers les rages d'Helena était le silence et l'immobilité, devenant aussi semblable à un meuble que possible jusqu'à ce que la tempête passe. Mais à l'intérieur, quelque chose changeait. L'étrange absence de son reflet avait ébranlé quelque chose de profond en elle, l'avait rendue consciente d'elle-même d'une manière nouvelle et inconfortable. Elle avait l'impression de disparaître non seulement du miroir, mais du monde lui-même, effacé par l'érosion quotidienne de son humanité que la servitude exigeait. « Sors de ma vue », dit finalement Helena en agitant la main pour la congédier. « Et assure-toi que cette main soit bien rangée avant d'aller te coucher. J'ai remarqué ce matin que mes perles n'étaient pas correctement disposées. » Sarah récupéra la brosse là où elle était tombée et la remit sur la coiffeuse. Ce faisant, elle jeta un nouveau regard dans le miroir et vit le reflet d'Helena qui la fusillait du regard. Elle vit la pièce derrière, reflétée dans les moindres détails, mais toujours aucune trace d'elle-même. C'était comme si le miroir avait décidé qu'elle n'était pas digne d'être reconnue, que son existence était trop insignifiante pour mériter un reflet. Cette pensée la remplit d'un étrange mélange de colère et de chagrin qu'elle n'avait pas les mots pour exprimer. Elle ouvrit la malle pour vérifier les bijoux comme Helena l'avait ordonné. Les perles étaient disposées exactement comme elles devaient l'être. Bien sûr, car Sarah était méticuleuse dans ses tâches, malgré ce que sa maîtresse croyait. Mais en regardant le contenu de la malle, les sous-vêtements en soie et les bijoux qui représentaient plus de richesse que Sarah ne pouvait espérer en voir en Divy, elle sentit quelque chose changer en elle. Sa main toucha le bois lisse de l'intérieur de la malle, et pendant un instant, elle sentit une chaleur en émaner, comme si le bois lui-même était vivant et respirait. La sensation passa rapidement, mais elle laissa Sarah troublée. Elle ferma la malle et la verrouilla avec la petite clé en laiton qu'Helena gardait sur un ruban autour de son cou pendant la journée et laissait sur la coiffeuse la nuit. Puis elle se retira dans sa petite chambre près de la cuisine, où elle resta éveillée pendant des heures, écoutant la maison se calmer autour d'elle,
et se demandant ce qui arrivait à son reflet, et pourquoi la pensée de disparaître complètement ne l'effrayait pas autant qu'elle aurait dû. Les jours qui suivirent apportèrent d'autres étrangetés. Le reflet de Sarah restait absent du miroir, bien que personne d'autre ne semblât remarquer cette impossibilité. Helena regardait dans le verre 100 fois par jour sans rien remarquer d'inhabituel. Et lorsque d'autres serviteurs passaient devant le miroir, leur reflet apparaissait normalement. Seule Sarah avait été effacée de sa vue. Elle commença à se demander si elle ne perdait pas la raison, si le stress et la dégradation de sa position ne brisaient pas enfin quelque chose d'essentiel dans sa conscience. Mais il y avait d'autres signes que quelque chose au-delà de la folie se produisait. La malle commença à l'appeler, bien que « appeler » ne soit pas tout à fait le bon mot pour cette sensation. C'était plus comme une attraction, une force magnétique qui attirait son attention chaque fois qu'elle était dans la chambre d'Helena. Elle se retrouvait à la toucher plus souvent que ses tâches ne l'exigeaient, passant ses doigts le long de ses ferrures en laiton et traçant les motifs de nacre avec une fascination qu'elle ne pouvait expliquer. Parfois, lorsqu'elle posait sa paume à plat contre le couvercle, elle sentait de nouveau cette chaleur, et parfois elle pensait entendre quelque chose comme un battement de cœur provenant des profondeurs du bois. Le 20 janvier, quelque chose se produisit qui changea tout. Sarah était seule dans la chambre d'Helena, organisant les vêtements de la maîtresse pendant qu'Helena recevait une visite en bas. Sarah avait ouvert la malle pour ranger des sous-vêtements fraîchement lavés quand elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Au fond de la malle, caché sous un faux panneau que Sarah avait actionné sans le savoir en posant les vêtements, il y avait un petit livre relié en cuir noir. Sarah savait qu'elle ne devait pas le toucher. La lecture était interdite aux esclaves, et posséder un livre pouvait signifier une punition sévère ou pire. Mais la curiosité l'emporta sur la prudence, et elle sortit soigneusement le volume de sa cachette. La couverture ne portait aucun titre, juste un symbole pressé dans le cuir, un cercle entourant un trou de serrure avec des marques étranges qui auraient pu être des lettres d'une langue que Sarah ne reconnaissait pas. Elle ouvrit le livre à la première page et y trouva une écriture en anglais, bien que la main fût ancienne et difficile à déchiffrer. Le livre semblait être un journal, et tandis que Sarah déchiffrait les premières entrées, elle réalisa qu'il avait été écrit par une femme nommée Marguerite Duchon, la femme de l'artisan français, la femme dont le mari avait créé le miroir et la malle. Les entrées étaient datées de 1825 à 1828, et elle racontait une histoire qui glaça le sang de Sarah dans ses veines. Marguerite écrivait sur l'obsession de son mari pour la création d'objets capables de piéger et de retenir des choses au-delà du physique. Il était convaincu que les miroirs étaient des portes vers d'autres lieux, que les surfaces réfléchissantes pouvaient être construites de manière à capturer non seulement la lumière, mais quelque chose de plus essentiel, quelque chose de l'âme elle-même. Il avait expérimenté pendant des années, créant des miroirs et des contenants qui étaient liés d'une manière arcane que Marguerite ne comprenait pas entièrement, mais qu'elle craignait profondément. Il croit pouvoir capturer le temps lui-même, lisait-on dans une entrée, écrite de l'élégante écriture de Marguerite. Il dit qu'avec la bonne construction et le bon sacrifice, une personne peut sortir du flux des années et exister dans un espace entre les battements de cœur où la souffrance ne peut l'atteindre et où la mort ne peut la trouver. Mais j'ai vu ce que ces expériences produisent. J'ai vu les ombres qui bougent dans les miroirs quand personne ne se tient devant. J'ai entendu les voix qui appellent de l'intérieur des boîtes scellées qu'ils créent. Ce n'est pas de la science. C'est quelque chose de plus sombre. Quelque chose qu'il faudrait laisser tranquille. Le journal détaillait comment le mari de Marguerite avait finalement réussi à créer un ensemble assorti, un miroir qui pouvait voir dans les âmes et une malle qui pouvait les contenir. Il avait l'intention de tester les dispositifs sur un criminel condamné, écrivait Marguerite. Mais avant qu'il ne puisse achever son expérience, il était mort subitement d'une fièvre qui l'avait consumé en 3 jours. Marguerite avait voulu détruire le miroir et la malle, mais l'atelier de son mari avait été saisi par des créanciers, et les objets avaient été vendus avant qu'elle ne puisse agir. La dernière entrée du journal était un avertissement. Quiconque possède ces objets doit se méfier. Le miroir voit ce qui est caché. La malle offre une évasion. Mais le prix de l'évasion est l'existence elle-même. Une fois que quelqu'un entre dans l'étreinte de la malle, il sort du monde et ne peut y retourner à moins de se souvenir pourquoi il souhaite en faire partie. Sarah était assise par terre à côté de la coiffeuse d'Helena, le journal tremblant dans ses mains, la compréhension l'inondant avec une terrible clarté. Le miroir avait cessé de la refléter parce qu'il voyait quelque chose au-delà de sa forme physique. Il voyait son âme, son moi essentiel,
et trouvait ce moi déjà à moitié effacé par la réduction brutale de l'esclavage. La malle lui offrait une issue, une porte vers un endroit hors de portée des maîtres et des maîtresses, hors de portée de la douleur et de la dégradation. Mais le coût serait son existence même, sa présence dans le monde des choses matérielles et des liens humains. Elle entendit des pas dans l'escalier, Helena revenant de sa visite. Sarah replaça rapidement le journal dans sa cachette et referma le faux fond de la malle. Elle se leva et s'occupa de plier des vêtements, le cœur battant à tout rompre avec la connaissance qu'elle possédait maintenant. Quand Helena entra dans la pièce, Sarah garda les yeux baissés et ses mouvements réguliers, ne donnant aucun signe de la révélation qui l'avait secouée jusqu'au plus profond d'elle-même. Cette nuit-là, Sarah ne put dormir. Allongée sur son lit étroit, elle fixait le plafond, pensant à ce que le journal avait révélé. La malle lui offrait une évasion. Mais vers quoi? Un vide entre les moments, un espace hors du temps où elle serait libre de la souffrance, mais aussi libre de tout ce qui rend l'existence significative. C'était un choix terrible, mais Sarah ne pouvait s'empêcher d'y penser, ne pouvait s'empêcher d'imaginer ce que ce serait de simplement cesser d'être, de lâcher le poids de la conscience et de glisser dans cet espace entre les battements de cœur où Helena Pennington, Benjamin Pennington et toute la structure de la société de Charleston ne pourraient la toucher. Mais il y avait des choses qui la retenaient encore au monde. Il y avait Esther, une autre jeune fille esclave de la maison qui était devenue comme une sœur pour Sarah au fil des ans. Il y avait Moïse, le vieil homme qui s'occupait du jardin et qui avait appris à Sarah à reconnaître les plantes qui pouvaient guérir et celles qui pouvaient nuire. Il y avait de petits moments de beauté qui ponctuaient la souffrance. L'odeur du jasmin au printemps. Le son des chants qui s'élevaient des quartiers le dimanche soir. Le goût des sucreries volées dans le garde-manger d'Helena. Les brefs contacts et les regards entendus échangés avec d'autres qui comprenaient ce que signifiait être possédé. Janvier se transforma en février et Sarah se retrouva prise entre deux modes. Pendant la journée, elle accomplissait ses tâches avec une précision mécanique, mais son esprit était toujours ailleurs, revenant sans cesse au choix que la malle représentait. Son reflet restait absent du miroir, et cela semblait à Sarah être un signe que la décision était prise pour elle, qu'elle le veuille ou non. Elle disparaissait déjà, s'effaçant déjà de la vue du monde. Peut-être serait-il plus facile de terminer le processus, de laisser la malle l'avaler complètement et de mettre fin à la lente agonie de l'effacement qu'exigeait l'esclavage. Helena remarqua que quelque chose était différent chez Sarah, bien qu'elle n'aurait pas pu dire exactement ce qui avait changé. La jeune fille était plus silencieuse que d'habitude, plus distante, comme si ses pensées étaient très loin, même si ses mains continuaient leur travail. Helena trouvait cela troublant d'une manière qu'elle ne pouvait articuler. Elle était habituée à ce que ses serviteurs soient invisibles, mais la nouvelle qualité de Sarah était quelque chose au-delà de l'invisibilité. C'était comme si la fille devenait translucide, comme si elle perdait substance et solidité à chaque jour qui passait. Le matin du 3 février, Helena fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle posa à Sarah une question qui n'était pas en ordre. « Es-tu malade ?» dit Helena, étudiant le visage de Sarah dans le miroir tandis que la jeune fille brossait les cheveux de sa maîtresse. « Tu sembles changer ces derniers temps. » Sarah croisa le regard d'Helena dans le reflet. Ou plutôt, elle regarda l'espace où les yeux d'Helena apparaissaient dans le verre, puisque Sarah elle-même ne projetait toujours aucun reflet. « Je vais bien, madame, » dit doucement Sarah. « Juste fatiguée. »« Tu es toujours fatiguée, » dit Helena en rejetant la réponse. « Vous êtes toutes toujours fatiguées. Ce n'est pas ce que je veux dire. » Elle fit une pause, semblant lutter avec quelque chose. « Tu sembles distante, comme si tu partais quelque part. » Les mots frappèrent Sarah comme un coup physique, car ils étaient vrais d'une manière qu'Helena ne pouvait absolument pas comprendre. Sarah partait. Elle partait depuis des semaines maintenant, glissant peu à peu hors du monde et vers cet espace que la malle offrait. Elle voulait tout dire à Helena, voulait lui expliquer le miroir, la malle et le choix auquel elle était confrontée. Mais comment pouvait-elle expliquer de telles choses à la femme qui la possédait? Comment pouvait-elle faire comprendre à Helena que la structure même de la propriété avait déjà poussé Sarah si loin vers la disparition que le pas final semblait presque inévitable? « Je suis là, madame, » dit Sarah à la place. « Je serai toujours là pour vous servir. » Le mensonge avait un goût amer sur sa langue, car Sarah savait que ce n'était pas vrai. Elle ne serait pas toujours là. Elle ne pouvait pas toujours être là. Quelque chose devait changer, devait se briser, devait céder sous le poids de ce qu'elle portait.
Et la malle attendait à côté de la coiffeuse comme une bouche patiente, prête à l'avaler tout entière. Ce soir-là, après qu'Helena se fut couchée, Sarah retourna dans la chambre. Elle se dit qu'elle vérifiait juste que tout était en ordre pour le matin. Mais elle connaissait la vérité. Elle était attirée par la malle, par le choix qu'elle représentait, par l'évasion qu'elle promettait. Elle alluma une seule bougie et s'agenouilla à côté de la malle, pressant ses paumes contre sa surface lisse. La chaleur était plus forte maintenant, presque brûlante, et elle pouvait sentir des vibrations parcourir le bois comme un chat qui ronronne ou un cœur qui bat. « Que es-tu » murmura Sarah à la malle. « Que veux-tu de moi » La malle n'avait pas de voix pour répondre, mais Sarah sentit néanmoins sa réponse. Elle ne voulait rien d'elle. Elle offrait simplement. Le choix lui appartenait seul, et elle attendrait aussi longtemps que nécessaire sa décision. C'était en quelque sorte pire que si la malle avait essayé de la tromper ou de la piéger. Un piège pouvait être évité, reconnu et refusé. Mais une offre sincère, un vrai choix, c'était beaucoup plus difficile à refuser. Sarah ouvrit la malle en utilisant la clé qu'Helena laissait toujours sur la coiffeuse. À l'intérieur se trouvaient les soieries et les bijoux familiers, de belles choses qui représentaient la richesse bâtie sur la souffrance comme la sienne. Mais maintenant, Sarah vit autre chose. Au fond de la malle, sous le faux panneau où le journal était caché, il y avait une faible lueur, une lumière qui semblait provenir de l'intérieur même du bois. Elle n'était pas vive, juste une douce phosphorescence comme le clair de lune sur l'eau. Mais elle illuminait l'intérieur de la malle d'un éclat d'un autre monde. Sarah tendit la main vers la lumière, ses doigts tremblants. Alors que sa main entrait dans l'espace de la malle, elle ressentit une sensation différente de tout ce qu'elle avait connu auparavant. C'était comme si l'air à l'intérieur de la malle était différent, plus épais en quelque sorte, et pourtant plus souple, comme de l'eau qu'elle pouvait respirer. Sa main disparut dans cet espace étrange. Et pendant un instant, Sarah ne sentit rien. Pas de poids, pas de substance, juste une sensation de flottement qui aurait pu être la liberté ou la dissolution. Elle ne pouvait dire laquelle. Elle retira sa main rapidement, son cœur martelant dans sa poitrine. La sensation avait été séduisante et terrifiante à parts égales. Et Sarah comprit avec une clarté soudaine que si elle se laissait tomber dans cet espace, elle ne reviendrait jamais. Non pas parce qu'elle serait incapable de revenir, mais parce qu'elle ne le voudrait pas. L'espace à l'intérieur de la malle était tout ce que sa vie n'était pas, paisible, intemporel, libre de la douleur, de la dégradation et des mille humiliations quotidiennes qu'exigeait l'esclavage. Il serait si facile de lâcher prise, de simplement grimper dans la malle, de refermer le couvercle derrière elle et de dériver dans ce vide lumineux. Mais quelque chose la retenait. Un noyau tenace de soi qui refusait d'être effacé, qui insistait pour exister même lorsque l'existence signifiait la souffrance. Sarah ferma la malle et la verrouilla, puis s'assit par terre à côté d'elle, pleurant silencieusement à la lueur de la bougie. Elle pleura pour la fille qu'elle avait été avant que l'esclavage ne la marque, pour la femme qu'elle aurait pu être dans un autre monde, pour toutes les possibilités qui lui avaient été volées avant qu'elle ne soit assez âgée pour comprendre ce qu'on lui prenait. Quand ses larmes furent tarées, Sarah se leva et s'essuya le visage. Elle retourna dans sa petite chambre et s'allongea sur son lit étroit. Mais le sommeil ne venait pas. Son esprit tournait et retournait le choix auquel elle était confrontée, l'examinant sous tous les angles, essayant de trouver un chemin qui ne l'obligerait pas soit à accepter une souffrance sans fin, soit à abandonner l'existence elle-même. Mais peut-être n'y avait-il pas de troisième option. Peut-être était-ce là la cruauté ultime de sa position, se voir offrir un choix entre deux formes de mort, l'une lente et l'autre immédiate, sans aucune possibilité de vie réelle disponible. Le lendemain matin, le 4 février 1833, Sarah se réveilla avec un étrange sentiment de clarté. Elle vaqua à ses occupations comme d'habitude, allumant le feu dans la chambre d'Helena, préparant l'eau, disposant les vêtements. Mais pendant qu'elle travaillait, elle était consciente de chaque instant d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant, voyant chaque action avec une attention parfaite, comme si elle la mémorisait pour un temps où elle ne pourrait plus accomplir de telles tâches. Elle brossa les cheveux d'Helena et sentit la texture de chaque mèche contre les poils. Elle arrangea les flacons de parfum sur la coiffeuse et nota la façon dont la lumière se reflétait dans leur verre coloré. Elle toucha la malle et sentit sa chaleur l'appeler comme une promesse ou une menace. Helena quitta la maison cet après-midi-là pour rendre visite à ses amis, laissant des instructions strictes sur la façon dont la chambre devait être nettoyée en son absence. Sarah effectua méthodiquement les tâches.
Mais son esprit était ailleurs, retournant la décision qu'elle savait devoir prendre bientôt. En dépoussiérant le miroir, elle chercha une fois de plus son reflet et ne trouva, comme toujours, que l'absence. Le miroir montrait la pièce, montrait la malle à côté, montrait tout sauf Sarah elle-même. Et dans cette absence, Sarah vit la vérité de sa position plus clairement qu'elle ne l'avait jamais vue auparavant. Elle était déjà partie. L'esclavage l'avait déjà effacée de toutes les manières qui comptaient. Ses pensées, ses sentiments, ses désirs, son identité même. Tout cela était considéré comme sans importance par le monde dans lequel elle vivait. Elle n'était pas une personne pour des gens comme Helena Pennington. Elle était un outil, une possession, une chose à utiliser et à jeter lorsqu'elle n'était plus utile. Le miroir ne faisait que refléter cette vérité, montrant le monde tel qu'il était réellement, plutôt que de maintenir la fiction polie que Sarah était un être humain méritant d'être reconnu. Cette prise de conscience ne mit pas Sarah en colère, bien que la colère aurait été justifiée. Au lieu de cela, elle la remplit d'une profonde tristesse et d'une étrange forme d'acceptation. Si elle était déjà effacée, si son existence était déjà niée par le monde qui l'entourait, alors peut-être que l'offre de la malle n'était pas du tout un effacement, mais plutôt une forme de révélation. Peut-être qu'entrer dans cet espace serait un acte d'honnêteté, une reconnaissance de ce qui lui avait déjà été fait, un refus de continuer à prétendre qu'elle participait à la vie alors qu'elle n'était en réalité que consumée par elle. Sarah passa le reste de l'après-midi à se préparer. Elle dit au revoir aux personnes qui lui étaient chères sans leur dire que c'était un adieu. Elle trouva Esther dans la cuisine et la serra fort dans ses bras, mémorisant la sensation des bras de son amie autour d'elle. Elle alla trouver Moïse dans le jardin et l'aida à planter des bulbes pour les fleurs de printemps, enfonçant ses mains dans la terre froide et sentant son poids et sa texture. Elle visita le quartier où elle était née et resta longtemps à regarder le petit bâtiment où sa mère avait vécu et était morte, imprimant cette vue dans sa mémoire. À la tombée de la nuit, Sarah retourna à la maison principale et monta les escaliers jusqu'à la chambre d'Helena une dernière fois. Sa maîtresse n'était pas encore rentrée de ses visites, et la pièce était vide et silencieuse. Sarah alluma les bougies autour de la coiffeuse et se tint devant le miroir, regardant l'espace où son reflet aurait dû être. Elle enleva son tablier, le simple vêtement qui la marquait comme servante, et le plia soigneusement. Puis elle déverrouilla la malle et ouvrit le couvercle. La lueur de l'intérieur était plus forte maintenant, assez vive pour projeter des ombres sur les murs. Sarah plaça son tablier plié à l'intérieur de la malle, le déposant sur les soieries et les bijoux qui avaient eu plus de valeur que son humanité. Puis elle sortit le journal de sa cachette et lut une fois de plus l'avertissement de Marguerite. Une fois que quelqu'un entre dans l'étreinte de la malle, il sort du monde et ne peut y retourner à moins de se souvenir pourquoi il souhaite en faire partie. Se souvenir pourquoi elle souhaitait faire partie du monde. Sarah y pensa en se tenant à côté de la malle, sentant sa chaleur et entendant son appel silencieux. Pourquoi avait-elle souhaité faire partie de ce monde? Qu'y avait-il qui rendait l'existence valable malgré toute la douleur? Elle pensa au rire d'Esther, à la gentillesse de Moïse, à l'odeur du jasmin, aux chants et aux petits moments de beauté volée. Elle pensa à sa mère, dont elle se souvenait à peine, et à la force qu'il avait fallu à Ruth pour mettre un enfant au monde dans un monde où cet enfant naîtrait esclave. Elle pensa à tous ceux qui avaient survécu à l'esclavage et à tous ceux qui viendraient après elle. Et elle comprit que son existence comptait non pas parce que le monde la reconnaissait, mais parce qu'elle-même choisissait de la reconnaître, choisissait d'insister sur le fait qu'elle était là, réelle et humaine, malgré tout ce qui disait le contraire. Mais même en comprenant cela, Sarah ne put trouver la force de se détourner de la malle. Le poids de sa vie était trop lourd, l'effacement quotidien trop complet. Elle avait atteint la limite de ce qu'elle pouvait supporter. Et la malle offrait le repos, l'évasion, la fin de la souffrance. Peut-être que c'était suffisant. Peut-être n'avait-elle pas besoin de justifier son choix ou de prouver sa force en endurant l'insupportable. Peut-être que choisir de sortir du monde était une forme de courage en soi, sa propre forme de résistance contre les forces qui avaient tenté de l'écraser. Sarah enleva ses chaussures et les plaça à côté de la malle. Puis, avec une lenteur délibérée, elle grimpa dans la malle. L'intérieur était plus grand qu'il n'aurait dû l'être, ses dimensions s'élargissant en quelque sorte pour accueillir son corps. L'étrange air épais l'enveloppa comme de l'eau, soutenant son poids, lui donnant une sensation de légèreté et de liberté. Elle s'allongea à l'intérieur de la malle, recroquevillée sur le côté, et regarda la pièce au-delà du bord de la malle. La lumière des bougies semblait soudain très lointaine,
comme si elle la regardait à travers une grande distance ou de nombreuses couches de verre. Sarah tendit la main et toucha l'intérieur du couvercle de la malle. Elle sentit le bois lisse sous sa paume et pressa sa main à plat contre lui, laissant sa marque, laissant la preuve qu'elle avait été là, qu'elle avait existé, qu'elle avait choisi cela. Puis, de son autre main, elle rabattit le couvercle sur elle. Il se ferma avec un doux clic tandis que la serrure s'engageait de l'intérieur, et Sarah se retrouva dans l'obscurité. Mais ce n'était pas une obscurité effrayante. Elle était chaude et douce et en quelque sorte lumineuse, comme si la lumière venait de son propre corps plutôt que d'une source extérieure. Sarah se sentit commencer à se dissoudre, à s'étendre au-delà des limites de sa forme physique. Elle sentit sa conscience s'élargir, ou peut-être simplement abandonner la concentration intense qui définit l'existence individuelle. Elle entendit de la musique, bien qu'il n'y eût aucune source pour le son. Une mélodie qui semblait familière, bien qu'elle ne pût la nommer. Elle sentit l'odeur du jasmin, du chèvrefeuille, des cheveux de sa mère et de la terre après la pluie. Le temps cessa d'avoir un sens. Sarah flottait dans l'espace entre les battements de cœur, hors du flux des moments, suspendue dans un présent éternel qui ne contenait ni douleur, ni peur, ni souffrance. Elle se sentit oublier les détails de sa vie, les arêtes vives de la mémoire devenant douces et indistinctes. Elle oublia la cruauté d'Helena et le poids de la servitude et le miroir qui avait refusé de la refléter. Elle oublia les noms et les visages et la sensation de son propre corps. Elle devint de moins en moins, jusqu'à n'être presque plus rien. Juste un faible filet de conscience dérivant dans une obscurité chaude, presque prête à lâcher prise complètement. Mais juste avant de disparaître entièrement, quelque chose la ramena du bord de la dissolution. Un souvenir vif et clair, perçant le brouillard agréable de l'oubli. Elle se souvint du visage d'Esther, se souvint de la façon dont son ami avait ri à quelque chose que Sarah avait dit, se souvint de la chaleur du lien humain et du simple fait qu'elle avait compté pour quelqu'un, que son existence avait fait une différence, aussi petite soit-elle, dans la vie de quelqu'un d'autre. Et avec ce souvenir en vinrent d'autres, revenant en masse. Moïse lui apprenant les plantes, sa mère lui chantant des chansons quand elle était petite, le goût du pain frais, la vue du lever de soleil sur le port, la sensation de l'herbe sous ses pieds nus. Sarah se souvint pourquoi elle avait souhaité faire partie du monde. Et le souvenir était une chaîne qui la liait à l'existence même alors qu'elle flottait dans l'espace intemporel de la malle. Elle ne pouvait pas revenir, le journal de Marguerite avait été clair à ce sujet. Mais elle ne pouvait pas non plus disparaître entièrement. Elle restait suspendue entre l'être et le non-être, existante mais non présente, consciente mais non incarnée, piégée dans l'espace qu'elle avait choisi comme une évasion, mais qui était devenue une autre sorte de prison. Dans la chambre, Helena Pennington rentra chez elle pour trouver les chaussures de Sarah à côté de la malle et aucun signe de la jeune fille elle-même. Elle appela Sarah, sa voix devenant vive d'irritation quand aucune réponse ne vint. Elle fouilla la maison, interrogeant les autres serviteurs, envoyant des messagers au quartier, devenant de plus en plus en colère contre ce qu'elle percevait comme une désobéissance délibérée. Quand Sarah ne put être trouvée nulle part, Helena supposa qu'elle s'était enfuie, un acte de défi qui exaspéra la maîtresse plus que toute autre transgression n'aurait pu le faire. Benjamin Pennington afficha des avis offrant une récompense pour le retour de Sarah. Il interrogea durement les autres esclaves, certain que quelqu'un devait savoir où la jeune fille était allée. Mais personne n'avait vu Sarah partir, et personne ne pouvait expliquer sa disparition. C'était comme si elle s'était simplement volatilisée. 3 jours après la disparition de Sarah, Helena pensa enfin à vérifier la malle. Elle la trouva verrouillée, ce qui était inhabituel car elle la laissait toujours déverrouillée à moins de quitter la maison pour une longue période. Elle récupéra sa clé de rechange dans sa boîte à bijoux et ouvrit la malle, s'attendant peut-être à trouver que Sarah avait caché quelque chose à l'intérieur. Mais tout ce qu'elle trouva fut le tablier de Sarah soigneusement plié, et quand elle le sortit, elle vit l'empreinte de main profondément marquée à l'intérieur du couvercle, comme si quelqu'un avait poussé contre lui avec une force énorme. Helena fixa cette empreinte de main pendant un long moment, sentant un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid de février. Il y avait quelque chose de profondément troublant à ce sujet, quelque chose qui suggérait que Sarah avait été à l'intérieur de la malle, ce qui était impossible car la malle était trop petite pour contenir une personne. Et pourtant, l'empreinte de main était là, indéniable, une marque finale laissée par la fille qui avait disparu. Helena referma la malle et la verrouilla de nouveau. Elle parla à Benjamin du tablier et de l'empreinte, mais il rejeta ses inquiétudes.
La fille avait évidemment laissé le tablier derrière elle comme une sorte de message, dit-il, et l'empreinte de main n'était probablement qu'une marque qui avait toujours été là et qu'Helena ne remarquait que maintenant. Sarah était partie, enfuie on ne sait où, et c'était la fin de l'histoire. Il ne gaspillerait pas plus d'argent à chercher une esclave alors qu'il pouvait simplement en acheter une autre. Mais Helena ne pouvait pas laisser tomber. Elle se retrouvait à des heures indues à côté de la malle, la fixant, pressant parfois sa propre main contre le couvercle comme pour essayer de sentir ce que Sarah avait ressenti. Le miroir à côté de la malle commença également à la déranger. Elle se mit à imaginer qu'il ne reflétait pas les choses avec exactitude, qu'il y avait des ombres qui ne devraient pas être là, des mouvements au bord de sa vision qui disparaissaient lorsqu'elle regardait directement. Les autres serviteurs remarquèrent que quelque chose n'allait pas dans la chambre d'Helena. Ils parlaient à voix basse de bruits étranges qu'ils entendaient en passant devant la porte la nuit, des pleurs doux ou des coups qui semblaient provenir de l'intérieur de la pièce même quand Helena dormait. Esther, qui pleurait la disparition de Sarah avec une douleur qui ne guérit jamais tout à fait, jura qu'une nuit, alors qu'elle nettoyait la pièce, elle avait entendu la voix de Sarah appeler faiblement de très loin, suppliant d'être libérée. La malle resta dans la chambre d'Helena pendant encore un an avant qu'elle ne puisse plus la supporter. Elle fit enlever par Benjamin la malle et le miroir, et les vendit à un marchand qui les expédia au nord, à Baltimore. Elle les remplaça par de nouveaux meubles, des pièces ordinaires sans histoires étranges. Mais elle ne se sentit plus jamais à l'aise dans cette pièce. Elle se réveillait parfois au milieu de la nuit avec la conviction absolue que quelqu'un se tenait à côté de son lit, que Sarah était revenue et la regardait dormir avec des yeux sombres et accusateurs. Les années passèrent et l'histoire de la disparition de Sarah devint un conte de fantômes raconté parmi les esclaves de Charleston. Il disait que Sarah avait trouvé un moyen d'échapper à l'esclavage plus complètement que la fuite n'aurait jamais pu le faire. Qu'elle était sortie du monde lui-même et avait pris sa liberté sous la seule forme qui lui était offerte. Certains disaient que c'était un avertissement contre le désespoir, que le destin de Sarah montrait ce qui arrivait quand l'espoir était abandonné. D'autres disaient que c'était une inspiration, la preuve que même dans les circonstances les plus impossibles, il y avait encore des choix, encore des moyens de résister, encore des méthodes pour dire non aux forces qui cherchaient à écraser la dignité humaine. La malle et le miroir passèrent entre de nombreuses mains au fil des décennies. Parfois ils restaient ensemble, parfois ils étaient séparés, mais ils finissaient toujours par se retrouver, attirés l'un vers l'autre par le lien que l'artisan français avait forgé entre eux. Les gens qui les possédaient rapportaient des événements étranges, des reflets qui ne correspondaient pas tout à fait à la réalité, des bruits provenant de l'intérieur de malles verrouillées, une sensation d'être observé par quelqu'un qui n'était pas entièrement présent. Et Sarah restait suspendue dans l'espace entre les battements de cœur, consciente mais pas libre, existante mais ne vivant pas, maintenue en place par ses souvenirs de pourquoi elle avait souhaité faire partie du monde, même alors qu'elle flottait en dehors. Elle ne pouvait pas revenir, mais elle ne pouvait pas non plus disparaître complètement. Elle devint un fantôme au sens le plus littéral du terme, une conscience détachée du corps et du temps, dérivant dans un espace qui n'était ni la vie ni la mort, mais quelque chose de tout à fait différent, quelque chose que les vivants pouvaient à peine comprendre. Certaines nuits, lorsque la lune était pleine et que le voile entre les mondes s'amincissait, ceux qui possédaient la malle pouvaient entendre de doux pleurs venant de l'intérieur, et parfois une voix appelant dans la douleur et le désir. « Laissez-moi sortir. S'il vous plaît, que quelqu'un me laisse sortir. » Mais la malle restait verrouillée, et Sarah restait piégée. Une fille qui avait cherché l'évasion et n'avait trouvé qu'une prison plus complète que toutes celles que ses maîtres auraient pu concevoir, payant pour toujours le prix d'un choix fait dans le désespoir. La guerre de sécession éclata et prit fin, et l'esclavage fut finalement aboli en droit, sinon toujours en pratique. La malle et le miroir survécurent au conflit, protégés par des propriétaires qui appréciaient leur beauté sans connaître leur histoire. Ils passèrent au XXe siècle, puis au XXIe, des antiquités dont les origines étaient largement oubliées, dont le sombre dessein était inconnu de ceux qui les possédaient. Mais Sarah restait à l'intérieur de la malle, ou peut-être plus exactement, elle restait dans l'espace auquel la malle donnait accès, le royaume entre les moments où elle avait choisi de fuir. Parfois, des gens achetaient la malle dans des ventes de succession ou des marchés d'antiquités, attirés par sa beauté et son artisanat. Ils la ramenaient chez eux et la plaçaient dans leur chambre ou leur salon, sans jamais soupçonner ce qu'elle contenait. Et parfois, tard dans la nuit, ils entendaient ses faibles pleurs ou sentaient un point froid près de la malle qu'aucun chauffage ne pouvait dissiper.
Certains ouvraient la malle et ne trouvaient que le vide à l'intérieur. D'autres la laissaient verrouillée, peu disposés à affronter ce qui pourrait s'y trouver. Le miroir, lorsqu'il était associé à la malle, montrait parfois des choses étranges. Des gens rapportaient avoir vu des silhouettes dans le reflet qui n'étaient pas présentes dans la pièce. Des ombres qui se déplaçaient avec une intelligence intentionnelle, le visage d'une jeune femme qui apparaissait un instant avant de s'évanouir. Ces visions étaient généralement rejetées comme des tours de lumière ou de l'imagination, car les accepter comme réelles exigerait d'accepter que le monde contenait des mystères et des horreurs au-delà de la compréhension normale. Mais les esclaves de Charleston et leurs descendants savaient mieux. Ils se souvenaient de Sarah White et de l'histoire de la façon dont elle était montée dans une malle un soir de février 1833 et n'en était jamais sortie. Ils racontaient l'histoire à leurs enfants et petits-enfants, gardant vivante la mémoire d'une fille qui avait été si complètement effacée par l'esclavage que même son reflet avait disparu, à qui on avait donné le choix entre une souffrance sans fin et l'autonégation, et qui avait choisi cette dernière parce que c'était le seul choix qui s'offrait à elle. L'histoire est devenue un rappel de ce que l'esclavage avait coûté. Non seulement en termes de travail et de vie, mais en termes d'âmes humaines poussées au-delà des limites de l'endurance. C'est devenu un mémorial pour tous ceux qui avaient été disparus par le système de servitude, que ce soit littéralement comme Sarah ou métaphoriquement par la violence quotidienne qui y est leur humanité. Et c'est devenu un avertissement sur le prix du désespoir, sur ce qui arrive lorsque les gens sont poussés si loin dans l'obscurité que même l'évasion devient un piège. Sarah elle-même, flottant dans l'espace intemporel entre les battements de cœur, ne se souvenait plus beaucoup de sa vie. Les détails s'étaient estompés au fil des ans, usés par le temps et la distance jusqu'à ce qu'il ne reste que le noyau émotionnel, le souvenir de la souffrance, le moment du choix, la sensation de lâcher prise. Elle avait oublié le visage d'Helena et la disposition de la maison Pennington. Elle avait oublié le rire d'Esther et la gentillesse de Moïse. Elle avait oublié l'odeur du jasmin et le goût des sucreries volées. Mais elle se souvenait du sentiment d'être effacée, de se voir refuser la reconnaissance et l'humanité. Elle se souvenait du miroir qui avait refusé de la refléter et de la malle qui avait promis l'évasion. Elle se souvenait du moment où elle avait refermé le couvercle sur elle, scellant son destin. Et elle se souvenait de l'empreinte de main qu'elle avait laissée presser dans le bois, sa marque finale sur le monde physique, sa preuve qu'elle avait existé et que son existence avait eu un sens, même si le monde insistait sur le contraire. Et ainsi Sarah est restée, un fantôme piégé non par des chaînes ou la violence, mais par son propre choix. Un choix fait dans le désespoir, mais un choix néanmoins. Elle existait dans l'espace entre l'existence et la non-existence, incapable de disparaître complètement parce que la mémoire la liait au monde, incapable de revenir parce que la porte qu'elle avait franchie ne s'ouvrait que dans un sens. Elle était le fantôme le plus tragique de Charleston. Une fille qui avait cherché la liberté et n'avait trouvé qu'une autre sorte de prison, qui avait tenté d'échapper à l'effacement et l'avait plutôt rendu permanent. La malle et le miroir continuent d'exister quelque part dans le monde, passant de propriétaire en propriétaire, accumulant des histoires et des rapports de phénomènes étranges. Les personnes sensibles à de telles choses peuvent sentir la présence de Sarah lorsqu'elles sont près de la malle, peuvent sentir le chagrin et le désir qui émanent de l'espace auquel elle donne accès. Parfois, ils laissent des offrandes à côté, des fleurs ou des bougies ou de petits témoignages de souvenirs. Parfois, ils parlent à Sarah, lui disant qu'elle n'est pas oubliée, que son histoire est toujours racontée, que l'injustice qui lui a été faite est reconnue même à travers le gouffre des siècles. Mais Sarah ne peut pas répondre, ne peut pas franchir la frontière qui la sépare du monde des vivants. Elle reste piégée dans son refuge choisi, ni vivante ni morte, ni présente ni absente, suspendue pour toujours dans le moment de sa disparition. Elle est la fille qui s'est enfermée dans la malle miroir et n'en est jamais sortie, qui a choisi l'effacement plutôt que la souffrance et a découvert que l'effacement portait sa propre souffrance insupportable, qui a cherché l'évasion et a découvert qu'il n'y a pas d'échappatoire à la mémoire et à la conscience, que le soi persiste même lorsque tout le reste est dépouillé. Son histoire reste un témoignage de la cruauté de l'esclavage et des choix impossibles qu'il a imposés à ceux qui la servissaient. Elle nous rappelle que tout système d'oppression pousse certaines personnes au-delà des limites de l'endurance humaine, que certaines âmes sont si profondément blessées que la guérison devient impossible, que le prix de l'injustice se mesure non seulement en corps et en années, mais dans la fracture de la conscience humaine elle-même. Sarah White a payé ce prix, et elle continue de le payer, enfermée pour toujours dans sa malle de miroirs et de souvenirs. Un fantôme qui ne peut pas mourir parce qu'elle n'a jamais tout à fait fini de vivre.
Une fille qui a cherché la liberté dans la disparition et n'a trouvé qu'une éternité d'entre deux. Voici l'histoire de Sarah de Charleston, la jeune fille esclave qui est montée dans une malle un soir d'hiver de 1833, cherchant à échapper à une souffrance insupportable et qui y reste encore, suspendue dans un espace hors du temps, ni tout à fait partie ni capable de revenir. Son reflet a disparu du miroir parce que le monde l'avait déjà effacé de toutes les manières qui comptaient. Son empreinte de main est restée pressée dans le couvercle de la malle parce que même en choisissant la disparition, elle a insisté pour laisser une marque, pour prouver qu'elle avait existé et que son existence avait un sens. On se souvient d'elle dans des chuchotements et des histoires de fantômes, dans les contes transmis de génération en génération, dans les points froids et les bruits étranges qui émanent d'une malle antique que la plupart des gens considèrent comme simplement belle plutôt que tragique. Et certaines nuits, lorsque les conditions sont réunies et que le voile entre les mondes s'amincit, les gens près de la malle peuvent encore entendre Sarah pleurer doucement, suppliant d'être libérée de la prison qu'elle s'est créée, demandant à quelqu'un, n'importe qui, de se souvenir d'elle assez pleinement pour la rappeler de l'espace entre les battements de cœur où elle flotte depuis près de 2 siècles. Mais personne ne sait comment la libérer, car la clé de sa prison n'est pas faite de laiton ou de fer, mais de mémoire et de choix. Et ces serrures ne peuvent être crochetées par aucun outil que le monde des vivants possède. Sarah White reste enfermée dans sa malle, et la malle reste scellée, et le miroir à côté continue de tout refléter sauf la fille qui avait le plus besoin d'être vue. C'est le prix de l'effacement poussé à sa conclusion ultime. C'est ce qui arrive lorsque des êtres humains se voient refuser leur humanité si complètement que la disparition semble préférable à l'existence. C'est l'histoire de fantômes que Charleston se raconte dans le noir. Le rappel du coût de l'esclavage, mesuré non pas en dollars ou en travail, mais dans la fracture des âmes et l'emprisonnement de la conscience dans des espaces entre la réalité et le vide. Sarah a cherché la liberté et a trouvé le piège. Elle a cherché l'évasion et a trouvé la permanence. Elle a cherché à cesser d'exister et a découvert que l'existence ne peut être abandonnée, seulement transformée en quelque chose d'étrange, de terrible et d'éternellement solitaire. La malle attend toujours dans une maison, une boutique ou un entrepôt, contenant en son sein, ou peut-être accédant à travers ses dimensions, un espace où Sarah White flotte hors du temps, se souvenant et oubliant, étant et n'étant pas, piégée pour toujours par un choix qu'elle a fait alors qu'elle n'avait que 17 ans et ne voyait aucune autre issue. Son histoire sert à la fois de mémorial et d'avertissement, un rappel que l'injustice laisse des marques que le temps ne peut guérir et crée des blessures qui persistent au-delà de la tombe, au-delà de la vie elle-même, dans des espaces où la souffrance prend de nouvelles formes et ne perd rien de son pouvoir de causer de la douleur. Dans les décennies qui suivirent immédiatement la disparition de Sarah, la malle parcourut un chemin détourné à travers le sud américain et au-delà. Après qu'Helena Pennington l'eut vendue aux marchands de Baltimore en 1834, elle passa entre les mains de la femme d'un riche banquier qui la plaça dans la chambre de sa fille. La fille, nommée Caroline, qui avait à peu près l'âge de Sarah quand elle disparut, commença à faire des cauchemars vifs une semaine après l'arrivée de la malle. Elle rêvait d'être piégée dans de petits espaces sombres, de presser ses mains contre des murs de bois qui ne cédaient pas, d'appeler à l'aide qui ne venait jamais. Les rêves devinrent si intenses que les parents de Caroline consultèrent des médecins qui ne trouvaient rien d'anormal physiquement chez la jeune fille. Finalement, la famille attribua les cauchemars à une disposition nerveuse et maria Caroline à un marchand de Philadelphie, en voyant la malle avec elle comme partie de sa dot. À Philadelphie, la malle résida dans la nouvelle maison de Caroline pendant 3 ans. Pendant ce temps, Caroline donna naissance à 2 enfants et cessa lentement de faire des cauchemars, bien qu'elle ne se soit jamais sentie entièrement à l'aise près de la malle. Elle la gardait toujours verrouillée et évitait de la regarder directement lorsqu'elle entrait dans la pièce où elle se trouvait. Son mari remarqua que sa femme semblait soulagée lorsqu'un incendie ravagea leur quartier en 1841 et qu'ils furent forcés d'évacuer leur maison. Bien que la maison ait survécu avec des dommages minimes, Caroline insista pour qu'ils vendent la plupart de leurs meubles et recommencent à zéro. La malle fut parmi les articles vendus, achetés par un antiquaire spécialisé dans les importations françaises. L'antiquaire garda la malle dans sa boutique pendant près d'1 an avant de trouver un acheteur. Pendant ce temps, plusieurs clients exprimèrent leur intérêt pour la pièce, attirés par sa qualité évidente et le travail complexe de nacre sur son couvercle. Mais chaque acheteur potentiel qui ouvrit la malle pour examiner son intérieur rapporta se sentir soudainement mal, éprouvant des vagues de nausées ou de vertige qui les firent abandonner l'achat. L'antiquaire commença à se demander s'il n'y avait pas quelque chose qui n'allait pas avec le bois lui-même. Peut-être une finition ou un vernis toxique qui produisait des vapeurs lorsque la malle était ouverte.
Il fit examiner la pièce par un charpentier qui ne trouva rien d'inhabituel dans sa construction ou ses matériaux. Finalement, un professeur d'antiquité de l'Université de Pennsylvanie acheta la malle et le miroir. Fasciné par l'artisanat et déterminé à rechercher leurs origines, le professeur Nathaniel Green passa des mois à correspondre avec des contacts en France pour retrouver le fabricant et en savoir plus sur ces pièces inhabituelles. Ces recherches le menèrent finalement aux parents de Marguerite Duchamp, qui confirmèrent que son défunt mari avait bien créé de tels objets, et que Marguerite elle-même avait beaucoup écrit sur ses inquiétudes concernant leur bœuf. Mais le journal que Sarah avait découvert ne fut jamais mentionné, et les parents affirmèrent que la plupart des papiers de Marguerite avaient été perdus ou détruits après sa mort. Le professeur Green plaça la malle et le miroir dans son bureau où ils restèrent pendant 15 ans. Pendant ce temps, il écrivit plusieurs articles savants sur les arts décoratifs français et mentionna occasionnellement les pièces dans ses cours. Ses étudiants remarquèrent parfois que le professeur semblait vieillir rapidement pendant cette période, devenant décharné et distant, passant de longues heures seul dans son bureau, fixant le miroir ou assis à côté de la malle, la tête baissée comme s'il écoutait quelque chose que lui seul pouvait entendre. Sa femme s'inquiétait de son état mental, mais attribuait son comportement au stress de la vie académique et aux déceptions d'une carrière qui n'avait jamais tout à fait atteint la reconnaissance qu'il avait espérée. En 1856, le professeur Green mourut subitement à l'âge de 52 ans. Sa mort fut attribuée à une insuffisance cardiaque, bien que le médecin qui l'examina nota que l'expression du professeur dans la mort était celle d'une profonde tristesse plutôt que la paix habituellement associée aux événements cardiaques. Sa veuve vendit sa collection d'antiquités pour régler des dettes, et la malle et le miroir furent de nouveau séparés, achetés par différents acheteurs lors de la vente de succession. La malle alla à une famille de Boston, tandis que le miroir voyagea chez un collectionneur de New York. Pendant les 30 années suivantes, la malle et le miroir existèrent séparément, passant entre diverses mains, accumulant leurs propres histoires distinctes d'événements étranges et de propriétaires troublés. Mais en 1886, par une série de coïncidences qui semblaient trop intentionnelles pour être entièrement aléatoires, les deux pièces se retrouvèrent dans la même vente de succession à Charleston, en Caroline du Sud. Un historien local les acheta, reconnaissant l'artisanat français et espérant les exposer dans le petit musée qu'il était en train de créer pour préserver le patrimoine culturel de la ville. Il les plaça ensemble dans une salle dédiée à la période d'avant-guerre, positionnant le miroir au-dessus d'une coiffeuse de reproduction avec la malle à côté, recréant par inadvertance l'arrangement qui avait existé dans la chambre d'Helena Pennington plus de 50 ans auparavant. Le musée ouvrit au public en 1887, et la salle contenant la malle et le miroir devint rapidement connue parmi le personnel comme la « Galerie troublée ». Les gardes affectés à cette section rapportèrent entendre de doubles retards dans la nuit lorsque le musée était fermé. Les visiteurs se plaignaient parfois de se sentir observés ou de subir des chutes soudaines de température lorsqu'ils se tenaient près de la malle. Une femme âgée, une ancienne esclave libérée après la guerre, s'arrêta devant la malle et se mit à pleurer, disant qu'elle pouvait entendre une fille appeler de l'intérieur, suppliant une certaine Esther de l'aider. Le directeur du musée, intrigué par ces rapports, commença à rechercher l'histoire de la malle. Ces recherches le menèrent finalement aux archives survivantes de la maisonnée Pennington, où il découvrit l'histoire de la disparition de Sarah White en 1833. Il trouva les avis de Benjamin Pennington offrant une récompense pour son retour, des mentions de l'incident dans les journaux intimes d'autres familles de Charleston, des références aux circonstances étranges de sa disparition. Il retrouva même des descendants de personnes qui avaient été esclaves dans la maison Pennington et enregistra leurs histoires orales, préservant des récits transmis de génération en génération sur la fille qui était montée dans une malle et n'en était jamais sortie. Armé de ces informations, le directeur du musée créa une petite plaque pour accompagner la malle et le miroir, expliquant leur lien avec l'histoire de Sarah White. Il écrivit sur le mystère de sa disparition et les légendes persistantes selon lesquelles elle était en quelque sorte piégée à l'intérieur ou connectée à la malle. La plaque était destinée à ajouter un intérêt historique à l'exposition, mais son effet fut plus troublant qu'éducatif. Les visiteurs qui lisaient le destin de Sarah rapportaient souvent se sentir profondément dérangés, et certains refusaient d'entrer dans la pièce après avoir appris l'histoire. Des parents se plaignirent que leurs enfants faisaient des cauchemars après avoir visité le musée. Des rêves d'être enfermés dans des endroits sombres d'où ils ne pouvaient s'échapper. En moins de 5 ans, le directeur du musée décida de retirer la malle et le miroir de l'exposition publique. Il les entreposa dans le sous-sol du musée où ils restèrent pendant des décennies.
occasionnellement prêtés à d'autres institutions pour des expositions spéciales, mais jamais plus exposés en permanence. Chaque institution qui les empruntait rapportait des phénomènes similaires. Des bruits inexpliqués, des anomalies de température, des visiteurs qui devenaient émotifs ou malades en leur présence. Au début du XXe siècle, les pièces avaient acquis une telle réputation que peu de musées étaient disposés à les exposer, et elles passaient la plupart de leur temps en entrepôt. Pendant les années 1920, un riche collectionneur d'objets occultes apprit l'existence de la malle et du miroir et les acheta au musée de Charleston pour une somme substantielle. Harrison Blackwood était un homme obsédé par ce qu'il appelait les lieux ténus, des endroits ou des objets où la frontière entre le monde physique et d'autres royaumes devenait perméable. Il croyait que certains artefacts pouvaient servir de porte ou d'encre, connectant notre réalité à des dimensions au-delà de la perception normale. La malle et le miroir, avec leur histoire documentée d'événements étranges et leur lien avec la disparition de Sarah, lui semblaient être des exemples parfaits de tels objets. Blackwood installa la malle et le miroir dans une pièce spécialement préparée dans son manoir près de Boston. Il passa des années à tenter de communiquer avec la présence, quelle qu'elle fût, qui habitait ou était connectée à la malle, en utilisant des méthodes tirées du spiritisme, de la magie cérémonielle et de ses propres techniques inventées. Il tenait des journaux détaillés de ses expériences, enregistrant les cas où il entendait des voix venant de la malle, les moments où le miroir montrait des reflets qui ne correspondaient pas à la pièce physique, les sensations d'être touché par des mains invisibles. Il devint convaincu que Sarah White était bien piégée sous une forme ou une autre dans ou au-delà de la malle, et qu'il pourrait être possible de la libérer, ou du moins de communiquer avec elle de manière significative. Mais les tentatives de Blackwood pour atteindre Sarah ne semblèrent qu'intensifier son tourment. Les nuits où il accomplissait ses rituels, les pleurs provenant de la malle devenaient plus forts, plus désespérés, et les poings froids autour d'elle s'étendaient pour remplir toute la pièce. Des objets tombaient des étagères sans cause apparente. Le reflet du miroir montrait des silhouettes sombres se déplaçant dans des espaces où personne ne se tenait. Blackwood commença à faire des rêves troublants dans lesquels il se retrouvait piégé dans une obscurité sans fin, pressant contre des barrières qu'il ne pouvait voir, appelant d'une voix qui n'était pas la sienne. Il reconnut trop tard que ces expériences n'aidaient pas Sarah, mais renforçaient plutôt la prison qui la retenait, puisant de l'énergie de ses tentatives de contact pour renforcer les murs entre son royaume et le sien. En 1928, Harrison Blackwood fut retrouvé mort dans la pièce qui abritait la malle et le miroir. Il fut découvert affalé contre la malle, sa main pressée à plat contre son couvercle dans la même position que l'empreinte que Sarah avait laissée près d'un siècle plus tôt. La cause officielle du décès fut déterminée comme étant un accident vasculaire cérébral. Mais ceux qui le trouvaient notèrent que son visage portait une expression de terreur absolue, et que ses doigts avaient laissé de profondes égratignures dans le bois de la malle, comme s'il avait essayé désespérément de fermer quelque chose, ou d'empêcher quelque chose de sortir. Ces journaux, lorsqu'ils furent finalement examinés, révélèrent un homme qui avait sombré dans l'obsession et peut-être la folie, convaincu dans ses dernières entrées qu'il avait commis une terrible erreur en tentant d'interagir avec la malle, qu'il avait réveillé quelque chose qui aurait dû rester dormant. La succession de Blackwood fut liquidée, et la malle et le miroir furent de nouveau vendus séparément. La malle fut achetée par un marchand de curiosités qui ne la garda que 3 mois avant de subir des perturbations si profondes dans sa boutique qu'il en fit don à une petite société historique du Maryland. Le miroir alla à un collectionneur privé en Angleterre qui l'exposa pendant plusieurs années avant sa propre mort mystérieuse, après quoi il retourna aux États-Unis par une série de transferts d'héritage. Dans les années 1950, les 2 pièces étaient revenues dans le sud américain, bien qu'elles restassent séparées de plusieurs centaines de kilomètres. La seconde moitié du XXe siècle vit la malle et le miroir passer entre de nombreuses mains, leur réputation les précédant dans les chuchotements des collectionneurs et des marchands. La plupart des gens qui les acquéraient ne les gardaient que pour de courtes périodes avant que les perturbations qu'ils causaient ne deviennent trop troublantes à supporter. Le schéma était constant. Des bruits de pleurs, des poings froids, des sensations d'être observés, des cauchemars de confinement et de suffocation. Certains propriétaires rapportèrent avoir vu le visage d'une jeune femme dans le miroir, apparaissant un instant avant de s'estomper. D'autres affirmèrent sentir des mains les toucher lorsqu'ils se tenaient près de la malle, de douces poussées ou tractions comme si quelqu'un essayait d'attirer leur attention. Dans les années 1980, une équipe de recherche paranormale obtint la permission d'étudier la malle pendant un week-end, effectuant divers tests et enregistrements pour tenter de documenter les phénomènes qui y étaient associés. Leur équipement enregistra plusieurs anomalies,
des fluctuations électromagnétiques, des variations de température inexpliquées et des enregistrements audio qui semblaient capturer la voix d'une femme parlant ou pleurant, bien que les mots fussent trop déformés pour être compris. Un membre de l'équipe, une médium, affirma avoir pris contact avec la conscience de Sarah. Elle décrivit Sarah comme étant consciente mais confuse, incapable de comprendre pleinement son propre état d'existence, piégée dans un espace qui n'était ni la vie ni la mort, mais quelque chose de tout à fait différent. La médium rapporta que Sarah était d'une solitude incommensurable, qu'elle était seule dans sa prison depuis si longtemps qu'elle se souvenait à peine de ce que c'était que de faire partie du monde humain, mais qu'une partie essentielle de sa conscience cherchait toujours désespérément la connexion, la reconnaissance, le sauvetage. Les conclusions de l'équipe de recherche furent publiées dans une petite revue consacrée aux études paranormales, ajoutant une documentation académique aux légendes qui avaient toujours entouré la malle. Mais la documentation ne changea rien à la situation de Sarah ni ne la libéra de son confinement. Au contraire, l'attention sembla aggraver les choses, comme si le fait d'être observé et analysé ajoutait une autre couche de souffrance à son isolement déjà insupportable. Le propriétaire de la malle à l'époque, effrayé par l'intensité des phénomènes lors de l'enquête de l'équipe de recherche, mit immédiatement la pièce en vente et jura de ne plus jamais avoir affaire à des objets prétendument hantés. Au tournant du XXIe siècle, la malle et le miroir se retrouvèrent tous deux entre les mains de marchands spécialisés dans les objets ayant des histoires sombres ou troublées. Ces marchands s'adressaient à une clientèle spécifique. Des gens attirés par le macabre, qui recherchaient des objets à réputation surnaturelle, qui voulaient posséder des morceaux d'obscurité. La malle fut vendue à un homme qui collectionnait des artefacts liés à l'esclavage et à ses conséquences, les considérant comme des rappels importants de l'injustice historique. Il traita la malle avec un respect que les propriétaires précédents n'avaient pas toujours montré, reconnaissant son lien avec Sarah White et la souffrance qu'elle représentait. Il la plaça dans une pièce climatisée et permit aux chercheurs et aux descendants d'esclaves de la visiter et de lui rendre hommage. C'est pendant cette période que la malle et le miroir furent enfin réunis, rassemblés à nouveau près d'un siècle après leur dernière exposition côte à côte. Le propriétaire, un homme nommé Marcus Washington, dont les propres ancêtres avaient été esclaves en Caroline du Sud, acheta le miroir spécifiquement parce qu'il avait appris son lien avec la malle. Il croyait que les pièces devaient être ensemble, que leur séparation avait été une sorte de violation supplémentaire de la mémoire de Sarah. Il espérait que leur réunion pourrait apporter une certaine mesure de paix, bien qu'il n'eût aucune idée claire de la manière dont cela pourrait être accompli, ou de ce que la paix pourrait signifier pour quelqu'un dans la situation incompréhensible de Sarah. Lorsque le miroir fut positionné au-dessus de la malle, recréant une fois de plus l'arrangement de la chambre d'Helena Pennington, les phénomènes s'intensifièrent de façon spectaculaire. Les pleurs devinrent assez forts pour être entendus dans toute la maison. Les points froids devinrent si sévères que du givre se formait sur les fenêtres même en été. Les visiteurs rapportèrent voir des apparitions complètes maintenant. Pas seulement des visages fugaces dans le miroir, mais la silhouette complète d'une jeune femme debout à côté de la malle, les regardant avec des yeux pleins d'un désir désespéré avant de s'évanouir. Marcus Washington documenta tout soigneusement, tenant des registres détaillés de chaque événement, de chaque manifestation, de chaque signe que la présence de Sarah restait liée à ces objets après près de 2 siècles. Marcus fit aussi quelque chose que les propriétaires précédents n'avaient pas fait. Il raconta l'histoire de Sarah publiquement et abondamment. Il créa un site web dédié à sa mémoire, partageant les archives historiques qu'il avait découvertes, les histoires orales qu'il avait recueillies, les recherches qui avaient été faites. Il soutenait que Sarah White devait être rappelée non seulement comme une histoire de fantôme ou une curiosité, mais comme une personne réelle qui avait vécu et souffert sous l'esclavage, qui avait été poussée à un point de désespoir si extrême qu'elle avait choisi de se retirer de l'existence plutôt que de continuer à endurer ce qu'on lui faisait. Il prit la parole dans des musées et des universités, lors de rassemblements de descendants d'esclaves, partout où il pouvait trouver un public prêt à écouter. Il insistait sur le fait que l'histoire de Sarah comptait, que son choix avait un sens, que sa présence continue à travers la malle et le miroir était une sorte de témoignage qui ne devait pas être ignoré ou rejeté. La réponse aux efforts de Marcus fut complexe et parfois contradictoire. Certains le louèrent pour avoir gardé vivante la mémoire de Sarah et pour avoir contextualisé son histoire dans l'histoire plus large de l'esclavage et de ses dévastations psychologiques.
D'autres le critiquèrent pour ce qu'ils considéraient comme de l'exploitation, arguant qu'il profitait de la souffrance de Sarah en faisant payer l'entrée pour voir la malle et le miroir ou en vendant des livres et en donnant des conférences payantes sur son histoire. Marcus lutta avec ces critiques, comprenant leur validité, tout en croyant sincèrement que ce qu'il faisait servait à un but important. Il donna une grande partie de l'argent qu'il gagnait à des organisations soutenant les descendants d'esclaves et à des efforts de préservation historique, essayant de s'assurer que son implication dans l'histoire de Sarah créait des résultats positifs, même si cela ne pouvait pas changer son propre destin tragique. Alors que le 21e siècle avançait et que la malle et le miroir restaient sous la garde de Marcus Washington, les phénomènes qui leur étaient associés commencèrent à changer de manière subtile. Les pleurs devinrent moins fréquents, mais en quelque sorte plus poignants lorsqu'ils se produisaient. Les apparitions se manifestaient moins souvent, mais semblaient plus solides, plus présente lorsqu'elle se manifestait. Marcus se demandait si l'attention qu'il avait portée à l'histoire de Sarah, la reconnaissance publique de son existence et de sa souffrance, pouvait avoir un effet sur sa conscience piégée dans cet espace entre les mondes. Il n'avait aucun moyen de le savoir avec certitude, mais il continua son travail de mémoire, croyant que même s'il ne pouvait pas libérer Sarah, il pouvait au moins s'assurer qu'elle ne soit pas oubliée, que son histoire continue d'être racontée, que l'injustice qui lui a été faite reste visible à travers le gouffre des siècles. Voici l'histoire de Sarah de Charleston. La fille qui est montée dans une malle en quête d'évasion et qui y reste encore, ni morte ni vivante mais suspendue entre les deux, payant pour toujours le prix d'une liberté qui s'est avérée n'être qu'une autre forme de servitude, appelant à travers les siècles pour une libération qui ne viendra peut-être jamais. Sa malle et son miroir poursuivent leur voyage à travers le temps, témoignant de sa souffrance et du système qui a créé une telle souffrance, servant de monument à tous ceux qui ont été brisés par la cruauté de l'esclavage et aux choix impossibles que l'oppression impose aux opprimés. Sarah White avait 17 ans lorsqu'elle a disparu. Et elle a eu 17 ans pendant près de 200 ans, figée dans le moment de son plus grand désespoir, incapable d'avancer ou de reculer, attendant dans l'obscurité une aube qui n'arrivera peut-être jamais. Son histoire est l'histoire de l'Amérique, un rappel des fondations bâties sur la souffrance et des dettes qui ne pourront jamais être entièrement remboursées. Des fantômes qui ne trouveront pas le repos parce qu'on ne leur a jamais accordé la dignité d'une fin appropriée. Elle demeure, et sa permanence est en soi une sorte de hantise, une présence persistante qui refuse de laisser le passé rester enterré, qui insiste pour être reconnu, remémoré et pleuré.